Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 10 avril et pour commencer le journal du jour, nous allons évidemment parler de celui qui est pressenti comme le nouveau président de l'OM, à savoir Stéphane Richard. Ce sera sûrement officiel au moment où vous regardez la vidéo. On va le présenter, voir son CV, voir ce qu'il y a d'intéressant, et ce qui est plutôt marrant, c'est qu'il y a des lignes sur son CV qui sont extrêmement révélatrice de certaines compétences, dira-t-on, et la presse sportive ne s'y attarde pas trop, mais j'en dis pas plus. Nous parlerons également du match de Strasbourg qui nous rappelle qu'en France on est nul en Coupe d'Europe. On parlera d'une plainte du FC Barcelone qui concerne justement la Coupe d'Europe. On évoquera Robertson et un avenir qui s'écrira loin de Liverpool, et Enzo Fernandez avec un avenir qui s'annonce extrêmement flou et indécis, on va dire ça comme ça. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Qui est Stéphane Richard, le nouveau président de l'Olympique de Marseille? C'est la Provence qui a fait fuiter en premier le nom. À l'heure où vous voyez cette news, ça devrait être d'ores et déjà officiel. Et vous allez le voir, l'homme a un CV qu'on peut juger comme étant plutôt intéressant. Déjà, il a une carrière en politique qui devrait vous parler vu les noms auxquels il est associé. Il a été conseiller technique pour DSK quand il était ministre de l'Industrie, directeur de cabinet pour Jean-Louis Borloo et Christine Lagarde. C'est un haut fonctionnaire qui sort de HEC et de l'ENA. Dans le privé, France Télécom de 2009 à 2011, il était directeur international, puis à la gestion des opérations en France. C'est un contexte social qui était alors extrêmement compliqué. On était encore un petit peu dans la période France Télécom, polémique sur les pressions mises en interne, des personnes qui mettaient fin à leur vie, c'était absolument dramatique, c'était un contexte qui était incroyablement compliqué. Autant vous dire que c'est le genre d'expérience qui forge un homme. On a évidemment beaucoup parlé de son expérience à Orange, puisqu'il en a été le PDG de 2011 à 2022, Orange qu'on associe dans le foot au naming du Vélodrome notamment, et pour chercher du Marseillais, on va citer sa place au conseil de surveillance du grand port maritime de la ville. Là où le profil est intéressant, c'est que c'est un profil qui est à même de restructurer le club, et j'ai même envie de dire, peut-être que ça va paraître ridicule avec la conférence de presse de McCourt que j'ai pas encore pu voir au moment où je tourne la vidéo, mais que c'est la gueule d'un profil qui peut habiller la mariée, c'est-à-dire que si tu as besoin d'assainir un petit peu les comptes de l'Olympique de Marseille, de mettre un petit peu de rationalité dans la gestion du club, eh bien je trouve que c'est vraiment le type de personne que tu as besoin de voir. Alors après, il faut pas oublier un truc, des mecs au CV impeccable qu'on débarqué dans le monde du foot et qu'on semblait perdre la raison, il y en a eu plus d'un dans le passé, mais en tout cas, le nom coche pas mal de cases. Une nouvelle claque pour le football français en Coupe d'Europe, et d'ailleurs c'est assez marrant de voir que dans l'Hexagone on a beaucoup d'amateurs de football qui considèrent que la Bundesliga c'est journée porte ouverte à chaque match de championnat, et pourtant étrangement quand nos clubs français jouent contre des clubs allemands, on a quand même du mal à marquer. Ce 2-0 que nous inflige Mayence face à Strasbourg en est un bon rappel, comme quoi il s'agirait parfois de faire preuve d'un petit peu d'humilité. Voici les compos qui étaient alignés. Je vais être extrêmement sévère, mais Enciso a été relativement nul et peu efficace, avec notamment une occasion manquée qui restera dans les mémoires. Derrière, El Morabet a été aussi inspiré que Kev Adams pour ses blagues. Un peu plus d'envie du côté d'Yacine, un match digne sans être bon pour Barco, mais franchement, il n'y avait pas grand chose à retenir. Le paradoxe de la rencontre, c'est que malgré le fait que Mayence te colle 2 buts, c'est pas une équipe que j'ai trouvé extrêmement inspirée offensivement elle aussi. Par contre, c'était nettement plus solide derrière. Et finalement, Strasbourg a fait une première mi-temps qui a été absolument cataclysmique et qui nous rappelle une chose. Quand tu joues en Allemagne, tu joues dans des stades qui sont bouillants, avec une grande ambiance. Oui, c'était Mayence, pas le Bayern de Munich, mais il fallait quand même encaisser ça. Et Strasbourg, leur capacité à encaisser dans les rendez-vous européens, on peut l'interroger, étant donné que c'est une équipe qui est extrêmement jeune, avec du talent à absolument toutes les lignes, mais un manque d'expérience qui est juste flagrant. Le plus frustrant, c'est que les Strasbourgeois avaient la possession, ça ressort clairement. Alors l'entraîneur a été assez optimiste sur la capacité à remonter un 2-0, je suis pressé de voir ça, mais en tout cas une chose est sûre, Strasbourg a normalement mieux à proposer que ce qu'on a vu hier soir. Le Barça porte plainte devant l'UEFA pour une erreur d'arbitrage assez flagrante, c'est celle que vous voyez à l'écran. Ça s'est produit face à l'Atlético lors de la défaite. Marc Pubil a touché le ballon de sa main dans la surface et évidemment ce n'est pas autorisé. Alors il y a plusieurs choses qui s'affrontent en moi. Le premier truc, c'est que évidemment il y a un problème d'arbitrage ici, c'est absolument incontestable. Le deuxième, c'est qu'on peut pas vraiment dire que l'Atlético Madrid ait été avantagé par cette main, c'est pas comme si ça avait changer quelque chose au scénario réel du match, mais
Bah en même temps, ça commence à être compliqué si on dit qu'il y a des règles, mais on a le droit de pas les respecter à partir du moment où ça t'avantage pas. Bref, vous voyez un petit peu le bordel. Donc je comprends parfaitement la réaction du FC Barcelone, même s'il y a un petit côté qui a envie de dire dose un peu. Mais ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est l'impact que ça peut avoir. On a eu des précédents où l'UEFA a déjà reconnu des erreurs arbitrales, mais pour autant, t'as jamais eu de match rejoué, t'as jamais eu de défaite sur tapis vert d'un club, donc le match restera en la faveur de l'Atlético Madrid, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. On aura peut-être une sanction pour l'arbitre, une rétrogradation dans ses classements UEFA, mais finalement, c'est peu de choses par rapport à ce qu'espère le FC Barcelone. Le Barça, en fait, c'est une action de lobbying qu'ils font. C'est une manière de dire, regardez, on est lésé par l'arbitrage. C'est un moyen de mettre la pression, c'est un moyen de faire valoir ses droits. Alors chacun aura son opinion là-dessus. Vous savez comment ça se passe dans ce genre de dossier. Les fans du Barça vont vous dire, bah évidemment ils ont raison. Les anti-Barça vont vous dire, évidemment ils ont tort. De mon côté, je vois le problème d'arbitrage, mais c'est une tempête dans un verre d'eau et ça accouchera de pas grand-chose malheureusement. C'est la fin chez les Reds pour ce cadre de Liverpool. Robertson l'a directement annoncé lui-même sur les réseaux sociaux du club. Après 9 ans de bons et loyaux services, quasiment 400 matchs au club, il partira cet été. Et pour cause, il était en fin de contrat. L'Écossais partira donc librement. Il était arrivé en provenance de Hull City en 2017 pour 9 millions d'euros. Et c'est marrant parce qu'à 32 ans, il vaut toujours plus aujourd'hui que son montant de transfert de l'époque. Alors évidemment, il est plus à son prime. Il a été déclassé du côté de Liverpool, il a un petit peu moins de temps de jeu. Elle est loin l'époque de 2019 où il valait 80 millions d'euros et 2019, souvenez-vous, c'était la Champions League de Liverpool. Et en fait, la période glorieuse de Liverpool avec Jürgen Klopp, on va souvent nous parler de Salah, on va souvent nous parler de Mané, on va souvent nous parler de Van Dijk, mais Robertson, c'était également un artisan majeur, un homme incontournable de milieu de terrain des Reds, et l'Écossais s'est construit un palmarès absolument impressionnant. Donc franchement, j'ai juste envie de dire bravo monsieur pour la très grande carrière, une légende de Liverpool, j'ai pas peur des mots. On va voir désormais où il va rebondir parce que sa carrière footballistique, elle, ne s'annonce pas terminée pour autant. Rumeur qu'il envoie du côté du Paris Saint-Germain et désormais rumeur très insistante du côté du Real Madrid que le joueur a lui-même alimenté indirectement. Décidément, Enzo Fernandez a l'air de se plaire absolument partout sauf dans son club de Chelsea et ça n'a pas manqué. Chelsea l'a sanctionné, 2 matchs de suspension et je vous propose de revenir un petit peu sur l'origine de la tempête médiatique. En fait, Enzo Fernandez a fait un peu la tournée des médias dans son pays, en Argentine, et il y a eu des déclarations qui sont relativement mal passées. Il a dit qu'il aimerait bien vivre à Madrid pour des questions d'affinité avec la ville. Il a dit qu'il parlait bien anglais mais qu'il se sentait plus à l'aise avec l'espagnol et il a dit qu'il ne savait pas s'il serait encore à Chelsea la saison prochaine. Alors évidemment, il n'a pas dit tout ça d'affilée. Tout ne vient d'ailleurs pas de la même interview, mais quand vous collectez un peu tous ces éléments, que vous les mettez ensemble, quand vous avez en plus en tête le fait que le joueur était proche de Maresca qui n'est plus l'entraîneur du club, ça donne quand même une tendance qui va plutôt vers un départ pour Enzo Fernandez du côté de Chelsea. C'est mal passé auprès du club parce que Chelsea a été éliminé en Champions League, parce que Chelsea est pas forcément sur, au moment des déclarations, la série la plus glorieuse qu'ils ont connue en Première Ligue, parce que t'as effectivement eu un changement d'entraîneur. Bref, c'est pas le moment de faire des vagues, d'où la sanction, chose que l'agent du joueur a très désapprouvé, on va dire ça comme ça, en disant que ses déclarations sur Madrid, c'était simplement l'expression d'un Argentin qui parlait de facteurs culturels qui étaient assez logique. C'est pas exactement la même chose que d'être à Chelsea ou d'être au Real Madrid quand t'as une culture sud-américaine. C'est pas exactement le même climat, la même culture dans la ville, vous comprenez un petit peu l'idée. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le Real Madrid est en quête d'un grand milieu de terrain. Alors est-ce que ça pourrait être Enzo Fernandez ? J'espère qu'ils ont un gros carnet de chèques parce que le joueur est officiellement évalué à 90 millions d'euros, mais croyez-moi, il partira pour bien plus. Je vois mal Chelsea le céder pour moins de 100 millions, voire même 120 millions d'euros. Pour rappel, il était arrivé en 2023 pour 121 millions d'euros et surtout, il est en contrat jusqu'en 2032. C'est une longueur de contrat assez exceptionnelle qui fait que le joueur est blindé et sécurisé. Chelsea peut dormir sur ses 2 oreilles, sauf si ça va au bras de fer, et c'est là où je commence à me poser des questions. Alors est-ce que selon vous, Enzo Fernandez au Real Madrid, ce serait une bonne idée ? Dites-le moi.
Terminé pour le journal du jour, j'ai été assez frustré de tourner ce journal en vous parlant du président de l'Olympique de Marseille, ça me paraissait logique éditorialement, mais pour autant, au moment où je tourne, je vois pas ce qu'a déclaré Frank McCourt, ce sera peut-être l'occasion d'en faire une vidéo cet après-midi, parce que ce qui est pressenti, et c'est assez marrant parce qu'au moment où je vais le dire, vous avez le fin mot de l'histoire, donc je vais peut-être passer pour un idiot, mais c'est pas seulement la nomination d'un président, c'est potentiellement des questions d'actionnariat également, ce qui revient avec le plus de probabilité, c'est l'annonce d'un actionnaire minoritaire, mais qui sait, en tout cas ça bouge du côté de l'Olympique de Marseille, ça fait assez longtemps, mine de rien, que j'en ai pas parlé sur la chaîne principale. Enfin je dis ça, j'ai parlé d'Habib Beye il y a seulement quelques jours, mais c'est pas non plus un format où je parlais de Marseille, je parlais plus du coach, et au final qu'Habib Beye soit à Marseille ou dans n'importe quel club, c'était un peu secondaire, donc je me dis que ce sera peut-être l'occasion si McCourt nous donne des choses à se mettre sous la dent, et sinon ce sera un autre sujet. Donc je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h, ce sera la dernière vidéo de la semaine, qui fait bien vos matchs du week-end, salut.